Eh bien, on sait enfin pourquoi Keith Kellogg est venu à Kiev et pourquoi au Kremlin on reparle d'une rencontre entre Vladimir Poutine et Donald Trump. Le journal The Times rapporte aujourd'hui que Volodymyr Zelensky a présenté une proposition pour mettre fin à la guerre entre la Russie et l'Ukraine, qui prévoit un cessez-le-feu, le retrait mutuel des troupes russes et ukrainiennes de la ligne de front et la création d'une zone tampon sous le contrôle d'une tierce partie. La partie ukrainienne a travaillé sur ce plan en collaboration avec les envoyés de Donald Trump et des responsables européens. Et il y a de fortes chances que dès mardi, le représentant du Vatican transmette les détails de cette proposition, en personne, au chef du ministère russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov. Parallèlement, le chef du bureau du président ukrainien, Kirill Boudanov, a déclaré de façon énigmatique, je cite, « Les négociations aiment la discrétion, nous essaierons de reprendre les négociations dans un avenir proche. » Eh bien, au même moment, au Kremlin, on espère sérieusement que Donald Trump viendra au sommet de l'ASEAN à Pékin en novembre, où se trouvera également Poutine. Et ils espèrent que les deux dirigeants, des États-Unis et de la Russie, finiront enfin par se rencontrer. En gros, analysons ensemble toute la situation en détail, car il semble que nous entrions à nouveau dans un nouveau cycle de négociations. Je m'appelle Alexei Pecci. Discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de liker cette vidéo et de ne pas oublier de laisser votre commentaire sous cette vidéo, peut-être pas maintenant, mais à la fin, quand vous aurez terminé de regarder. Je vous en serai reconnaissant. Alors, aujourd'hui, on a appris que Volodymyr Zelensky a présenté une proposition pour mettre fin à la guerre entre la Russie et l'Ukraine. La partie ukrainienne, selon certaines informations, a travaillé sur ce plan conjointement avec les envoyés de Trump et des responsables européens. Commençons par le plan lui-même, présenté par Zelensky. Ensuite, je vais citer ses propos mot à mot. Avec Jared Kushner et Steve Witkoff, nous avons convenu de rassembler toutes ces discussions en un seul cadre. Quelles sont les possibilités réelles ? Existe-t-il des possibilités de mettre fin à la guerre ? Les Américains veulent en discuter avec nous et avec les Russes. En bref, il y a une idée principale concernant un cessez-le-feu. C'est l'essentiel. La deuxième partie concerne la proposition des Américains au sujet d'une zone économique libre. En d'autres termes, nous et les Russes faisons chacun un pas en arrière, créant une zone tampon appelée zone économique libre sous une certaine administration. Pour l'instant, on ne sait pas exactement laquelle. Ce sera une sorte une tierce partie. Et troisièmement, que feront l'Union européenne et l'OTAN, et qu'est-ce que l'Ukraine est prête à faire pour cela ? Ensuite, Zelensky a souligné que ces idées ne sont pas exclusivement ukrainiennes. Citation, « Ce sont des idées communes avec les Américains et les Européens, ainsi que le résultat de discussions finalisées entre les Américains, nous et les Russes. » Que pensez-vous d'un tel tournant ? Toutes les parties ont réagi positivement. Personne n'a exprimé d'objection. Il y a encore quelques idées du côté américain, à notre connaissance. Ils veulent trouver le bon moment pour les exprimer. Nous les attendons. Autrement dit, comme vous le comprenez, la partie en coulisses des négociations se poursuit tout de même. Peu importe les déclarations publiques de toutes les parties, des négociations ont lieu en coulisses, et il s'avère qu'il y a déjà certains développements avec lesquels sont d'accord les Américains, les Ukrainiens et les Russes. En gros, l'essence du nouveau plan de paix est que les hostilités cessent, les troupes ukrainiennes et russes se retirent de la ligne de front à une distance égale vers l'intérieur, et la zone entre elles devient une zone économique libre sous la gestion d'une tierce partie. Au même moment, l'ancien représentant de Trump, Keith Kellogg, a déclaré que cela ne signifiait pas du tout que l'Occident, et surtout les États-Unis, reconnaissaient les territoires occupés comme russes. Voici une citation de Keith Kellogg. « Reconnaissons-nous la Crimée comme territoire russe ? Non. Il en va de même pour le Donbass, Lugansk ou Donetsk, Kherson ou Zaporijia. Ils sont simplement occupés, c'est tout. Nous le reconnaissons. Et par la suite, peut-être pas demain ni après-demain, mais ils reviendront dans le giron de l'Ukraine. » Il est rapporté que la proposition de paix élaborée sera transmise aux Russes dès mardi par l'intermédiaire d'un représentant du Vatican. Pourquoi le Vatican pourrait-il devenir ce canal de transmission ? C'est un point intéressant. En fait, la visite de l'envoyé spécial américain Steve Witkoff et du gendre de Trump, Jared Kushner, à Moscou, a été reportée. Autrement dit, elle n'a pas été annulée, mais elle a bien été reportée.
Il est peu probable que cette visite ait lieu avant la fin août, c'est pourquoi il y a des raisons de la reporter. C'est ce qu'a déclaré la Maison-Blanche. Et auparavant, une autre source avait indiqué que Witkoff et Kushner pourraient visiter à la fois Kiev et Moscou avant la fin de ce mois. Autrement dit, il existait un plan de visite à Kiev et à Moscou. Mais c'est précisément la partie moscovite qui a été bloquée. Et c'est pourquoi j'avais déjà supposé auparavant que c'est pour cette raison que Keith Kellogg est arrivé à Kiev, parce qu'il continue de suivre précisément le dossier ukrainien. Parallèlement, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a déclaré que Vladimir Poutine était prêt à rencontrer à nouveau les envoyés du dirigeant américain. Mais la question est de savoir quelles propositions ils apporteront. C'est pourquoi il en résulte une telle chaîne logique. Puisque la visite directe de Witkoff et Kushner à Moscou a calé, et le canal officiel fait clairement preuve de prudence. C'est pourquoi un canal alternatif, moins chargé politiquement, est utilisé, c'est-à-dire par le Vatican, qui a déjà servi à plusieurs reprises de médiateur dans les questions humanitaires et diplomatiques de cette guerre. Néanmoins, la partie publique des négociations est réellement en préparation. La veille, l'assistant du dictateur russe, Yuri Utchakov, a déclaré que les présidents de la Russie et des États-Unis, Volodymyr Poutine et Donald Trump, se rencontreront et tiendront des négociations s'ils assistent au sommet de l'APEC en Chine. Cependant, jusqu'à présent, aucune indication n'a été reçue de la part des Américains à ce sujet, a souligné l'assistant de Poutine. Je rappelle que le sommet de l'APEC se tiendra cette année à Shenzhen, en Chine, les 18 et 19 novembre. La Chine, qui accueille ce forum, a lancé le slogan de la création d'une communauté prospère dans la région Asie-Pacifique et a défini 3 axes de travail clés. Il s'agit de l'ouverture, de l'innovation et de la coopération. En même temps, je rappelle qu'en septembre déjà, Trump recevra Xi Jinping à Washington. Et maintenant, rappelons-nous la déclaration de Boudanov. Et il est important ici de ne pas simplifier son sens. Je vais ensuite citer le chef du bureau du président de l'Ukraine. Les négociations aiment la discrétion. Nous allons essayer de reprendre les négociations dans un avenir proche. Mais il a immédiatement ajouté une réserve de principe. Citation. Je ne dis pas que nous allons complètement arrêter la guerre maintenant. C'est plutôt un aspect technique. Donc Boudanov fait clairement la distinction entre 2 processus différents. La reprise du processus de négociation en tant que tel, c'est une chose. Mais l'arrêt réel des hostilités, c'est tout autre chose. C'est beaucoup plus lointain et c'est pas du tout garanti. La formulation « les négociations aiment la discrétion » est aussi significative en soi. Il laisse entendre que le véritable travail diplomatique peut actuellement se faire non pas par des déclarations publiques, mais précisément par des canaux discrets, comme cette médiation du Vatican. Et Zelensky aussi l'a laissé entendre. Et ce qui est révélateur, c'est que les Russes aussi, ces dernières semaines, disent que les négociations aiment la discrétion et qu'elles sont passées dans l'ombre. Le contexte plus large est également important. La veille, Volodymyr Zelensky a rejeté les appels à organiser des élections pendant la guerre, qualifiant cette idée de tsunami qui diviserait le pays. Et il a mis en garde contre la création d'une division interne entre les civils et les militaires. C'est une réponse publique directe à l'appel de l'ancien ministre de la Défense, Mikhail Fyodorov, en faveur d'élections en temps de guerre, dont nous avons parlé dans une émission séparée. Mais c'est aussi un signal que le bureau du président pourrait se concentrer sur une nouvelle phase du processus de paix, et à l'issue de celle-ci, certaines décisions seront prises. Concernant la situation territoriale, Zelensky a annoncé que la région de Dnipropetrovsk a été presque entièrement libérée des occupants russes sales. Il ne reste que 10 km² de la région sous contrôle russe. Il a fixé comme objectif d'atteindre la parité territoriale d'ici la fin de l'année 2026. À ce jour, la Russie a occupé 990 km² au cours de l'année 2026. Cette année, l'Ukraine a repris 820 km². Une autre opération locale devrait se terminer d'ici la fin du mois d'août, a déclaré Zelensky, mais il n'a pas encore précisé laquelle. Donc, il y a ici un certain suspense. Quelque chose est prévu. Et aujourd'hui d'ailleurs, j'ai aussi entendu une information confidentielle, mais apparemment ce ne sera finalement pas pour aujourd'hui. Mais dans les prochains jours, les forces de défense de l'Ukraine ont prévu quelque chose, donc les Russes vont passer un mauvais moment. Et en même temps, Zelensky a annoncé aujourd'hui que le déficit du budget de la défense s'élève à 27 milliards de dollars. Et il faut trouver cet argent quelque part, dès maintenant. Il dit que tout cet argent qui était prévu pour la défense, y compris pour les salaires des militaires, est épuisé.
Voilà, pour le moment, il n'y en a plus. Il a également lancé un avertissement concernant une nouvelle menace potentielle. Si la Russie atteint ses objectifs à l'Est, Poutine a fixé aux généraux une date limite pour s'emparer du reste des régions de Donetsk et de Lugansk, y compris Kostiantynivka et Sloviansk, d'ici la fin de cette année. Alors Moscou pourrait redéployer ses 300 000 nouveaux mobilisés sur d'autres fronts, y compris une offensive théorique depuis la région de Bryansk en direction des régions de Tcherniv et de Kiev. Pour l'instant, les troupes russes ne sont pas concentrées à Bryansk, mais le renseignement ukrainien surveille les équipements le long de la frontière. Et justement, en parallèle de ces déclarations, aujourd'hui un sommet NB8 s'est tenu à Kiev. Les dirigeants des 8 pays d'Europe du Nord et des pays baltes, à savoir le Danemark, l'Estonie, la Finlande, l'Islande, la Lettonie, la Lituanie, la Norvège et la Suède, sont venus discuter avec le président ukrainien Zelensky du renforcement de la défense antiaérienne ukrainienne. Le sommet se concentre sur le développement du potentiel européen contre les missiles balistiques et sur l'accélération de la production de systèmes d'interception et de technologies anti-drones. Ce sommet a précédé la réunion de la coalition des volontaires, qui a également eu lieu aujourd'hui. Eh bien, il est intéressant de noter qu'après le sommet de la coalition des volontaires, le président français Emmanuel Macron a déclaré que les premiers exercices militaires conjoints de la coalition des volontaires, dirigés par le Royaume-Uni et la France, auront lieu en octobre et en novembre de cette année. Autrement dit, il s'agit déjà de forces militaires de coalition formées et elles vont s'entraîner à travailler ensemble de manière coordonnée. Il a mentionné les manœuvres à venir en parlant des priorités des Alliés pour soutenir l'Ukraine et lui fournir des garanties de sécurité après la fin de la guerre. Et cela indique également une accélération de la préparation au processus de paix. Une question à part entière dans tout ce sujet, que signifie concrètement le concept de zone économique libre dans la pratique? C'est-à-dire que nous avons évoqué un peu plus tôt l'idée selon laquelle les troupes sont retirées des deux côtés et que la zone entre elles est appelée zone économique libre. Ainsi, déjà en décembre de l'année dernière, Zelensky a déclaré, je cite, « Si nous créons ici une zone économique libre et qu'elle prévoit pratiquement une zone démilitarisée, cela signifie que les forces lourdes sont retirées de ce territoire. » Et la distance, par exemple 40 km, ou peut-être 5, 10 ou 40 km. Alors si ces deux villes, Kramatorsk et Slaviansk, deviennent notre zone économique libre, les Russes devront alors, en conséquence, reculer leurs troupes de 5, 10 ou 40 km. Le principe est donc symétrique, les deux parties reculent à la même distance d'une certaine ligne conventionnelle, laissant entre elles une zone tampon sous une administration tierce. C'est précisément de cela que Zelensky parle à nouveau maintenant, 8 mois plus tard, comme d'un concept toujours d'actualité et en discussion. Il a également ajouté à l'époque, en décembre de l'année dernière, que le sort d'un tel accord devait être décidé par les électeurs eux-mêmes. Les électeurs ukrainiens, par le biais d'un référendum, pour lequel il faut au minimum 60 jours pour l'organiser. Et la véritable trêve doit durer tout autant. Donc la question des élections est réellement reportée pour l'instant dans l'espoir de ce processus même, mais peut-être un peu plus tard. Je vais m'arrêter ici. Donnez votre avis, partagez vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, mettez un like à cette émission et écrivez n'importe quel commentaire. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. À bientôt à tous.